Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre tribune d'échange et d'analyse croisée. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une discipline vraiment fascinante, une discipline explorée avec, disons, une grande acuité dans l'ouvrage de Thierry Minkowski, Mieux comprendre l'aïkido, de la technique à la voix intérieure. Bonjour. Oui, c'est un texte qui nous confronte d'emblée à un paradoxe historique absolument captivant. Exactement, on a affaire à un art fondé par Morei Ueshiba, un art né directement de la brutalité de la guerre et des arts martiaux japonais les plus létaux, mais qui en fait s'est progressivement transformé en une quête absolue de paix. Une métamorphose complète, oui. Voilà. Et la question centrale qui animera notre échange aujourd'hui est la suivante. L'essence véritable de l'aïkido réside-t-elle dans la maîtrise rigoureuse de sa structure martiale et physique, donc la technique, les armes, la rectitude, ou bien cette forme physique n'est-elle qu'une illusion temporaire destinée à s'effacer totalement au profit d'une transformation purement intérieure et spirituelle? C'est le grand débat. C'est le grand débat. Et pour ma part, dans la lecture de Minkowski, je soutiens que la rigueur martiale, la précision biomécanique et la réalité physique du combat sont vraiment les fondations indispensables. Sans elles, cette fameuse voix intérieure n'est, à mon sens, qu'une abstraction vide. Eh bien, j'affirme, au contraire, en m'appuyant sur ce même ouvrage, que la technique et la martialité ne sont que des outils pédagogiques transitoires. L'aboutissement réel de l'aïkido, son essence profonde, c'est l'effacement complet de la forme dans le silence, la fluidité et le non-combat. C'est une très belle promesse, mais pour l'ancrer dans le réel, je pense qu'il est impératif de revenir aux origines historiques de la discipline. Des origines que Minkowski détaille, ma foi, avec beaucoup de précision dès les premiers chapitres. L'aïkido ne surgit pas d'une rêverie pacifique. Non, bien sûr. Il puise ses racines directes dans le Daito Ryu Jujutsu de Sokako Takeda. On parle là d'un système conçu pour survivre sur un champ de bataille. C'est fondé sur des luxations dévastatrices, un contrôle implacable. Et même lorsque Morihei Ueshiba commence sa propre quête spirituelle, son enseignement au Kobukan reste d'une rudesse inouïe. Enfin, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelait le dojo de l'enfer. Le dojo de l'enfer, absolument. Et le livre insiste bien sur cette période. Personne ne nie l'intensité physique des débuts, mais votre lecture s'arrête un peu au seuil de la véritable transformation du Eshiba. Ce qui est vraiment fascinant dans le texte de Minkowski, c'est la façon dont il décortique l'année 1925. L'illumination. Voilà cette fameuse révélation intime qui est profondément liée à son engagement dans le mouvement Motokyo. À partir de ce moment très précis, la conception même de la martialité bascule. Ueshiba réalise que la véritable victoire consiste à ne plus avoir d'ennemis. Oui, je vous accorde que l'intention philosophique change en 1925, c'est indéniable. Mais regardez ce qui se passe concrètement sur le tatami. L'harmonie dont parle Minkowski, c'est pas un abandon de la structure. Elle n'est possible que par une maîtrise absolue du shizé, cette rectitude posturale intransigeante, du maai, la gestion millimétrée de la distance, et du taisabaki. C'est une architecture corporelle extrêmement exigeante, pas juste une idée philosophique. Mais cette architecture est un moyen, pas une fin. Minkowski consacre des pages entières au rôle du dojo et à l'étiquette. Le seuil, le salut, le silence imposé sur le tatami. Tout cela agit comme un miroir personnel. L'objectif n'est plus du tout d'écraser un adversaire physique. La technique sert de langage pour révéler nos propres tensions internes, nos peurs viscérales, notre orgueil. Dans cette optique, la forme physique finit inévitablement par disparaître dans ce que l'auteur appelle la spirale, pour ne laisser place qu'à l'unification de l'esprit. Je comprends votre point de vue, mais permettez-moi de vous offrir une perspective différente sur ce qui rend cette introspection possible. Vous parlez de révéler nos peurs et nos tensions, très bien. Mais pour qu'il y ait tension, il faut une contrainte réelle. Et c'est là que la nature de l'attaque devient primordiale. Minkowski est catégorique sur ce point. Une attaque en aïkido, que ce soit un shomenuchi ou un tsuki, ne peut pas être une simple figuration chorégraphiée. Ce n'est pas de la figuration, non. Mais le paradigme de l'attaque est totalement inversé. Inversé, peut-être, mais sa réalité biomécanique doit rester létale ou du moins sincère. Si Uke, donc l'attaquant, n'engage pas véritablement son centre, s'il ne vient pas réellement chercher le contact avec une intention claire, de frapper ou de saisir, il n'y a rien à harmoniser. Prenons l'exemple des dori, les saisies. Oui, les saisies de poignet, voilà. Sur un katate-dori ou un ryote-dori, si la saisie est molle, complaisante, l'exercice est morné. La contrainte fige la relation corporelle.
C'est la gestion rigoureuse de cette pression, qui est bien réelle, qui force Tori à trouver le relâchement et le bon angle. L'harmonie n'a de sens que parce qu'elle résout un conflit physique réel. C'est la martialité de l'attaque qui garantit l'honnêteté de la pratique. Je l'aborde d'une manière différente, justement en suivant l'analyse psychologique que fait Minkowski du rôle de Houquet. Oui, la saisie doit être ferme. Oui, la frappe doit être engagée. Mais pourquoi? Pas pour détruire. Le texte décrit explicitement cette attaque comme un langage pédagogique, une invitation. C'est une nuance fondamentale. Houquet ne joue pas le rôle de l'assassin. Il offre une direction, un vecteur d'énergie pour explorer le contact humain. Mais si ce vecteur n'est pas martialement correct, s'il est donné par complaisance, Tori apprend une fausse biomécanique. Il s'illusionne complètement. L'honnêteté de l'attaque dont vous parlez sert précisément à explorer nos propres peurs sous la contrainte. Minkowski explique très bien que, lorsqu'on subit un ryotedori très puissant, notre corps révèle instinctivement notre état mental. On se crispe, on bloque la respiration, on veut fuir ou on veut forcer en retour. L'aïkido, c'est pas trouver le levier biomécanique pour casser ses poignets. C'est utiliser cette contrainte physique comme un outil introspectif. C'est un dialogue silencieux où la violence apparente est métabolisée. Si on continue de voir Uke comme un agresseur à neutraliser, on passe à côté de l'essence de l'art et on nourrit la dualité que le fondateur cherchait justement à abolir. C'est une belle vision, c'est presque thérapeutique. Mais cette métabolisation de la violence est impossible si la structure corporelle s'effondre. Et pour prouver que cette exigence martiale ne disparaît jamais, même en plein cœur de la quête spirituelle d'Ueshiba, regardons l'évolution de la pratique après la Seconde Guerre mondiale, quand il se retire à Iwama. Ah, la fameuse période d'Iwama. C'est souvent là que nos lectures divergent le plus. Parce que c'est là que l'exigence devient la plus pure en fait. Minkowski montre bien que dans l'héritage d'Iwama, le travail aux armes, le boken, le jo, le tanto, est absolument indissociable du travail à main nue. Prenons le sabre en bois, le boken. L'auteur rappelle qu'une coupe exige un axe parfait, un centrage absolu. Il n'y a pas de place pour l'à peu près. Si votre coupe est fausse, tout votre mouvement à main nue sera faux. Personne ne remet en cause la nécessité de l'axe ou de la structure. Mais la vraie question est, pourquoi cherche-t-on cet axe parfait avec le boken? On le cherche parce que le sabre coupe. C'est la réalité implacable de la lame. Et Minkowski souligne bien cette relation directe. Dans l'Iwama-ryu, une coupe de boken éclaire exactement la ligne d'entrée d'une projection comme Iriminage. Un mouvement de jo contient la dynamique géométrique d'un kotegaeshi. Cette structure martiale extrêmement stricte, dictée par les armes, prouve que la rigueur n'est pas une simple métaphore de transition. Elle est le cœur battant du système. L'arme ne pardonne rien. Cette intolérance à l'approximation physique, c'est ce qui maintient l'aïkido du côté des arts martiaux et l'empêche de dériver vers une simple gymnastique d'expression corporelle. C'est un argument convaincant. Mais avez-vous envisagé la manière dont le texte redéfinit totalement l'intention derrière ces mêmes armes? Minkowski reconnaît leur exigence posturale, c'est indéniable, mais il renverse la finalité martiale classique. Le boken, dans la pratique de l'aïkido, n'est plus décrit comme un outil conçu pour fendre un adversaire en deux. Il en parle littéralement comme d'un outil de méditation en mouvement. Une méditation qui demande tout de même un engagement total du corps vers une cible, une coupe décisive. Vers une cible, oui, mais une cible intérieure. Les répétitions inlassables des coupes au sabre servent à observer le flux de sa propre respiration, la verticalité de sa colonne, le contact de ses appuis sur le tatami. La coupe tranche nos propres illusions, pas la chair de l'autre. Et l'exemple le plus frappant dans le livre pour illustrer ça, c'est l'analyse du travail au tanto. Le désarmement sur couteau. Une situation de survie par excellence. Justement, non. Minkowski précise avec insistance que travailler le tanto-dori ne consiste absolument pas à apprendre le combat de rue ou la self-défense urbaine. Si c'était le cas, les techniques seraient très différentes, beaucoup plus expéditives. Non, approcher le tanto dans ce cadre, c'est une manière purement psychologique d'apprendre à, je cite, approcher le danger sans peur. La distance se réduit, la lame en bois pointe vers vous, le rythme cardiaque s'accélère. Que demande l'aïkido à ce moment-là? De contrôler l'arme. Avant ça, de conserver son kokyu, sa respiration abdominale, de ne pas laisser la peur geler le mouvement. L'arme n'est qu'un miroir grossissant de notre angoisse. Elle est là pour unifier le corps et l'esprit sous stress, pour effacer la volonté de détruire et la remplacer par une présence lucide. C'est l'état intérieur qui prime,
pas la destruction de la menace. Je ne suis pas convaincu par ce raisonnement car, voyez-vous, il tente à occulter toute l'infrastructure tangible que Minkowski prend la peine de documenter. Vous décrivez un état de conscience très élevé, et c'est très beau, mais cet état ne flotte pas dans le vide. Il a besoin de contenants physiques, de cadres et d'institutions pour exister. Regardez comment l'auteur aborde la diversité des styles et le système de progression. On ne commence pas par la méditation en mouvement. On commence par les grades, les cues. C'est un passage obligé, oui, une grammaire de base. C'est bien plus qu'une grammaire, c'est l'ancrage dans la réalité. Les grades Q exigent un apprentissage méthodique, rugueux, des formes, des chutes, des saisies. Et au-delà des grades individuels, regardez la survie des styles historiques mentionnés dans le texte. Minkowski cite le Yoshinkan, fondé par Gozo Shioda. Le style privilégié par la police anti-émeute japonaise, en effet. Exactement. Et pourquoi la police le choisit-elle? Parce que c'est une approche extrêmement codifiée, claire, décomposée en mouvements presque géométriques, où la martialité est indéniable. Et Minkowski mentionne même le Shodokan de Kenji Tomiki, qui lui a réintroduit une forme de compétition avec le tanto en mousse, justement pour éprouver le timing et le maï sous une véritable pression non coopérative. Ces exemples démontrent bien que pour ne pas s'évaporer dans de grands concepts philosophiques intangibles, l'aïkido a organiquement besoin de ces cadres mesurables. La voie intérieure doit passer par l'épreuve du feu de ces structures. Je suis désolée, mais je n'adhère pas du tout à cette idée. Laissez-moi vous expliquer pourquoi en reprenant précisément cette notion de progression que vous évoquez. Vous parlez de l'infrastructure comme d'une fin en soi, ou d'un garde-fou permanent. Mais le texte dit l'inverse. Minkowski écrit que le shodan, la fameuse ceinture noire du premier dan, est en réalité un commencement déguisé. Oui, c'est le moment où l'on maîtrise enfin les bases, pour commencer à pratiquer réellement. C'est le sens traditionnel. Ce n'est pas seulement maîtriser les bases, c'est commencer à les abandonner. Le livre montre très bien que plus on avance dans les hauts grades, les dan supérieurs, plus la technique pure se dépouille. On entre dans l'économie de mouvement. Minkowski évoque cette maturité où la technique devient presque invisible. Si la structure rigide était la finalité, un 8e dan ressemblerait à un robot parfait exécutant des angles stricts. Or, c'est l'inverse. Le mouvement naît d'une intention presque imperceptible. Mais l'efficacité de ce mouvement microscopique vient des décennies passées à forger la structure en amont. Tas d'esprit. Et pour répondre à votre exemple du Yoshinkan, Minkowski consacre une place tout aussi essentielle à d'autres courants qui ont choisi des voies radicalement différentes, tout en restant de l'aïkido pur. Il analyse l'enseignement de Hirokazu Kobayashi, par exemple. Là, on ne parle plus de cadre rigide. On parle d'une fluidité évidente, d'un dépouillement où les poignets ne sont presque plus saisis tant le mouvement de Tori anticipe l'intention. Ou prenez la Ki Society de Koichi Toei. Où l'accent est mis massivement sur le travail du souffle, oui. Précisément. Toei place la décontraction totale et l'extension du ki bien au-dessus de la mécanique articulaire classique. L'aboutissement de l'aïkido selon cette lecture globale, c'est ce que l'auteur appelle une voie sans mesure. Un espace où les formes extérieures de défense, les angles stricts du Yoshinkan ou même la sévérité martiale d'Iwama finissent par s'évaporer pour laisser place à la présence pure. Eh bien, nous touchons là au nœud de notre divergence. Et c'est ce qui rend l'ouvrage de Thierry Minkowski si pertinent aujourd'hui. Il met en lumière cette dualité sans chercher à la planir de force. Si je dois synthétiser mon approche, je dirais que l'aïkido est un art sublime précisément parce qu'il maintient l'exigence d'une réalité martiale tangible. La posture, la distance, le tranchant des armes. C'est ce creuset physique qui permet à l'harmonie de ne pas être une simple illusion naïve. Et de mon côté, je dirais que la grandeur de l'aïkido réside dans sa capacité à faire disparaître ses propres fondations martiales. La spirale du mouvement, le silence du tatami et cette philosophie du non-combat transcendent la technique physique pour devenir une véritable éthique de vie. C'est indéniable. Et nous devons admettre que quelle que soit l'approche, qu'elle soit structurée comme le Yoshinkan ou fluide comme l'enseignement de Kobayashi, l'aïkido représente une tentative remarquable de réconcilier la puissance et la paix. Cette tension entre la forme physique et la voie intérieure est peut-être précisément ce qui garde cet art bien vivant. Tout à fait d'accord. Il y a encore tellement à explorer dans ce livre concernant les concepts de Omote et Ura, ou l'idée merveilleuse de marcher sans combattre. Absolument, nous invitons donc l'auditeur à poursuivre sa propre réflexion sur la lecture du livre de Thierry Minkowski. Nous laissons cette grande question ouverte, permettant à chacun de tirer ses propres conclusions sur ce qui constitue l'essence véritable de l'aïkido. Merci de nous avoir rejoints.